Eh bien, bonjour à tous. On se retrouve pour une édition de Parole d'alchimiste un peu particulière parce que cette fois-ci, nous n'avons pas plusieurs alchimistes qui vont discuter ou échanger entre eux, mais un seul, à savoir Bernard Chauvière. Et nous avons organisé cette petite interview à l'occasion de la sortie de son dernier livre qui s'appelle Le mémoire d'un alchimiste contemporain. Ce livre vient quasiment de sortir il y a quelques semaines. Et c'est une autobiographie, en fait, de Bernard Chauvière, et qui raconte un petit peu sa vie, et qui raconte ses rencontres, et qui met aussi sur la piste de certaines erreurs à ne pas commettre pour les opératifs. Alors Bernard, puisqu'on se connaît déjà un petit peu, on va pas faire l'hypocrisie de se vous voyez, on va se tutoyer directement. Et puis, Mhm. on va utiliser cette interview qui n'est que audio et pas vidéo, un petit peu en hommage, on va dire, à Cancelier et aux interviews, et notamment qu'il avait fait la fameuse sur France Inter, puisque Cancelier, on va le voir ensemble, a beaucoup marqué ta vie et a beaucoup compté dans ta vie. Euh, je vais te poser peut-être une première question évidente. Pourquoi tu as ressenti le besoin d'écrire ce livre? À l'origine, l'idée n'est pas de moi, c'est un ami qui m'a suggéré, bon, il y a déjà quelques temps maintenant, quelques mois évidemment, pourquoi n'écrirais-tu pas tes mémoires en rapport avec tout ce que t'a apporté l'alchimie, les personnes que tu as connues, etc. Et au début, bon, je n'étais pas très emballé. Mais cet ami est revenu à la charge et finalement, je me suis dit, bah, pourquoi pas? Bah oui, très bien, effectivement, tu as certainement bien fait. Alors, je vais peut-être te poser une première question qui est issue du tout début de ton livre. Justement, tu parles de tes lectures, de comment tu es venu à la chimie, quelles ont été un petit peu tes premières influences ou tes premiers coups de foudre, et qui ont fait que tu t'es intéressé à cet art. Et donc, comme tu mentionnes beaucoup de livres et que tu as certainement commencé ta culture alchimique par les livres, est-ce que tu penses que c'est un chemin qui est encore aujourd'hui obligatoire? Est-ce qu'il y a d'autres voies possibles pour se familiariser à l'alchimie? Ou est-ce que ça reste le moyen privilégié, d'après toi? Pour moi, cela reste le moyen privilégié parce que il convient, à mon avis, d'étudier l'alchimie à travers et par ces textes classiques. D'ailleurs, tu parlais d'Eugène Cancelier tout à l'heure, ça me remémore le livre, son livre, vraiment son vadémécum, on peut dire, l'alchimie expliquée sur ces textes classiques. Donc, à mon point de vue, l'étude de l'alchimie doit commencer par les livres. Évidemment, les textes classiques sont quelquefois d'un abord un peu difficile, mais à mon sens, c'est un passage obligé pour commencer à étudier l'alchimie si on est intéressé. Et évidemment, il y a quand même aussi quelques ouvrages de vulgarisation qui sont très bien faits, qui expliquent aussi ce qu'est réellement l'alchimie et qu'on peut lire avant de s'attaquer aux classiques, évidemment, qui remontent au XVIIe, XVIe, XVIIIe siècle et qui sont, je le disais tout à l'heure, parfois un peu ardus. Oui, oui, je comprends. Alors, du coup, est-ce qu'il y aurait, allez, on va dire, deux ou trois incontournables dans le domaine des livres que tu pourrais conseiller à des gens qui débutent ou qui sont plutôt au début de leur chemin? D'un point de vue purement, comment dirais-je, pour avoir une idée globale, je pense que notamment l'ouvrage de Jacques Sadoul intitulé Le trésor des alchimistes est une bonne entrée en matière. Évidemment, il y a le livre par lequel je suis venu à l'alchimie, que je cite évidemment,
dans le livre, c'est Le Matin des magiciens de Pauwels et Bergier. Le mystère des cathédrales et les demeures philosophales, évidemment, de Fulcanelli, les ouvrages d'Eugène Cancelier, et puis, bien sûr, les grands classiques, comme je le disais tout à l'heure, que sont Philalette, le Cosmopolite, Limogeon de Saint-Didier, et tutti quanti, j'allais dire. D'accord. Alors, par rapport à cette entrée en matière par les livres, est-ce que tu penses que on ne peut avancer dans la voie opérative que aidé ou en compagnie d'un mentor ou d'un maître, ou est-ce qu'on peut se dispenser de ce genre de rencontres et progresser quand même normalement en alchimie? Qu'est-ce que tu penses de ça? Évidemment, si on a la chance de pouvoir rencontrer un maître et être son élève, je dirais qu'évidemment, c'est plus facile. Parce que la transmission orale de maître à élève ou à disciple, je trouve d'ailleurs qu'on emploie un peu trop le mot disciple, mais cette transmission, comme je le disais donc à l'instant, elle est extrêmement rare. Bon, Eugène Cancelier, par exemple, en a bénéficié avec Fulcanelli, mais même Fulcanelli, qui a reconnu Eugène Cancelier comme étant son disciple, ne lui a pas tout dit et il lui restait beaucoup à découvrir tout seul. Donc, c'est évidemment une aide précieuse, mais les livres apprennent beaucoup aussi, hein, surtout dans disons, dans le domaine euh, un peu moins obscur ou un peu moins ésotérique que les textes anciens. Fulcanelli et Cancelier ont quand même été, d'une certaine manière, des divulgateurs de l'alchimie. D'accord. Justement, dans les fameux livres qui t'ont marqué étant jeune, tu cites évidemment le Matin des magiciens et tu notes dans ton livre que Bergier avait une vraie culture scientifique. Est-ce que tu considères, toi, avec le recul et puis ta propre expérience, que avoir justement des bases scientifiques, alors là on ne parle pas d'alchimie, mais de chimie, de physique, de choses de cet ordre, c'est un véritable avantage ou au contraire c'est quelque chose qui peut euh, perturber la démarche alchimique en y mettant un peu trop de science? Qu'est-ce que tu penses de ça, de ce dosage-là? Le, je dirais, je citerai la phrase de Fulcanelli qui semble bien correspondre à ta question, dans le sens que Fulcanelli, alors je ne sais plus, je crois que c'est dans les demeures philosophales, où il dit que il vaut mieux avoir tout à apprendre que tout à désapprendre. Alors je ne dirais pas que il est inutile d'avoir des connaissances en chimie ou en physique. En chimie, quand même un peu, parce que il faut savoir qu'avec les produits, disons, les matériaux que l'alchimiste est amené à manipuler, il y a notamment du salpêtre ou nitrate de potassium. On peut se retrouver avec du charbon et du soufre. Et il faut quand même savoir, bon, on va pas, le but, c'est pas de réinventer la poudre à canon, hein. Donc, il faut quand même avoir un minimum de connaissances. Mais après, ça ne me paraît pas indispensable d'avoir. Enfin, c'est mieux, évidemment, plus on est instruit, mieux c'est. Mais pour ce qui me concerne, par exemple, moi, ça dépasse pas ça dépasse pas le baccalauréat.
bon, j'ai quand même étudié aussi, je me suis intéressé euh, d'une manière, en manière d'autodidacte, je dirais, bon, euh, à la physique nucléaire, à la physique quantique, c'est bon, qui apporte quand même quelque chose aussi. Mais je pense qu'il faut considérer aussi que l'alchimie, c'est une science qui est différente de la chimie, qui est différente évidemment de la physique ou de la physico-chimie de l'école. Elle a un langage particulier qu'il faut étudier. Donc, même si certaines connaissances, comme je le disais tout à l'heure, peuvent aider, c'est pas le principal, à mon avis. D'accord, très bien. Euh, on va en revenir quelques instants à ton maître, à toi, c'est-à-dire Eugène Cancelier. Alors, tu en parles beaucoup dans ton livre, c'est très intéressant de voir ce que tu peux dire sur lui et de ses paroles notamment. Euh, Ceci dit, Cancelier a commencé par toi et est considéré comme un maître en alchimie, mais en même temps, vu l'extérieur, on peut se dire, bah, tiens, c'est un peu bizarre parce que c'était certainement quelqu'un qui était plein de connaissances et d'expériences, mais en même temps, a priori, il n'aurait pas obtenu la pierre. Donc, est-ce qu'on peut vraiment être un maître en alchimie sans avoir été jusqu'au bout et obtenir la pierre philosophale? Et à partir de quand on considère que quelqu'un a suffisamment de bouteilles ou de valeur pour dire, bon, bah, celui-là, ça peut être une référence, ça peut être à la rigueur un maître, et on va s'en inspirer. Comment tu vois ça, toi? Ben, je dirais que tout d'abord, évidemment, je considérais Eugène Cancelier comme un maître en alchimie, mais je n'étais pas son disciple. Je n'étais pas je dirais, je dirais que j'étais plus un élève, comme on peut faire, par exemple, euh, le rapprochement entre un professeur et ses élèves dans une classe. Je n'étais pas le seul à aller le voir, et je n'étais pas privilégié par rapport aux autres. Mais je pense aussi que euh, on pouvait le considérer comme étant un maître, et on peut le considérer toujours comme étant un maître, même s'il n'est pas arrivé au bout, même s'il n'a pas obtenu la pierre philosophale, parce que comme il le disait lui-même, il en était à la terminale, et pour arriver à la terminale, il faut déjà, il faut déjà être un vrai alchimiste. Donc, euh, assurément, pour moi, on pouvait le considérer comme et le considérer, je le répète, comme un maître. D'ailleurs, quand Fulcanelli et Eugène Cancelier se sont connus, Fulcanelli n'avait pas encore élaboré la pierre philosophale, et Eugène Cancelier le considérait déjà comme un maître. D'accord. Mais est-ce que tu penses, simplement d'un point de vue un peu intellectuel, hein, là, on essaye de rentrer simplement dans des considérations un peu abstraites, mais est-ce que Cancelier n'est pas devenu un maître avant tout parce que justement il avait bénéficié des enseignements de Fulcanelli? Et est-ce que, à contrario, même si ça ne sert pas à grand-chose d'imaginer ça, mais juste pour le principe, s'il n'avait pas été un élève ou un disciple de Fulcanelli, est-ce qu'on l'aurait considéré quand même comme un maître? Qu'est-ce que tu en penses de ça? Ben, je dirais que les, les deux choses vont de pair. Mais la question là que tu me poses laisse supposer que est-ce que Cancelier en serait arrivé au point où il en est arrivé s'il n'avait pas connu Fulcanelli? Je ne pense pas. Même si, comme il l'a écrit lui-même, contrairement à ce que certains ont voulu faire croire, il a reconnu lui-même qu'il n'avait pas travaillé avec Fulcanelli. Ouais. Bon, Ouais, tu précises il d'ailleurs dans était ton livre. là, il observait, il notait, il avait comment dirais-je, des, des expériences
que Fulcanelli faisait dans ses essais ou dans son travail au fourneau, et il était là comme observateur, mais il n'était pas là comme vraiment en étant complètement dans le secret et Fulcanelli est resté, comme je le disais tout à l'heure, très prudent, même avec lui. Pourtant, il le considérait comme son disciple, comme je l'ai dit. Et à mon sens, non, on ne peut pas être sûr que si Cancelier avait continué à étudier l'alchimie tout seul, sans rencontrer Fulcanelli, s'il en serait arrivé au point où il en était Bien sûr. à la terminale, comme il disait. D'accord. Alors pour en revenir à Cancelier, simple question pratique, mais enfin moi qui m'interroge un peu. De quoi il vivait en fait ce monsieur? Parce qu'il avait l'air d'être un peu dans des conditions relativement modestes. Tu ne cites pas toi-même qu'il aurait eu un métier au sens en dehors de la chimie. Il vivait exclusivement de la publication de ses livres? Oh non, ce n'est pas la publication des livres d'Eugène Cancelier, à mon avis, qui lui permettait de vivre, disons, sans pouvoir travailler, parce que les tirages de ses ouvrages, même, même les ouvrages de Fulcanelli, il l'a d'ailleurs dit lui-même, ce n'est pas, les droits d'auteur qu'il percevait des deux ouvrages de Fulcanelli qui l'ont enrichi. Je sais qu'il faisait, parce qu'il l'a dit lui-même, certains travaux d'écriture, de calligraphie qu'on lui demandait, etc. Mais je n'ai pas vraiment de précision sur, j'allais dire, comment, comment il gagnait sa vie. Et ce qui est sûr, c'est qu'il a arrêté, même s'il a travaillé quand même, hein, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a arrêté de travailler relativement assez jeune, avant avant la Deuxième Guerre mondiale, je pense. Et il a consacré, parce qu'il voulait consacrer tous ses efforts à l'alchimie et qu'il savait pertinemment que s'il avait été employé, disons, avec des horaires stricts, etc., comme tout un chacun, ça aurait été beaucoup plus difficile pour lui et il aurait certainement pas eu toute la latitude qu'il a eue pour pouvoir travailler et progresser comme, comme il le voulait. Mais sincèrement, je ne peux pas répondre d'une manière plus précise à cette question parce que tout simplement parce que je ne le sais pas. D'accord, très bien. Et justement, par rapport à ce que tu dis à l'instant, est-ce que tu penses que la chimie mérite, entre guillemets, qu'on abandonne son métier, qu'on s'y consacre entièrement? Ou est-ce que ça pourrait être un travers un peu dangereux, notamment dans notre vie contemporaine enfin, est-ce que tu penses qu'il faut tout abandonner pour l'opératif, ou est-ce qu'il faut toujours se garder une poire pour la soif, quoi qu'il arrive? Ben, tout abandonner pour se consacrer uniquement à l'opératif, euh, à notre époque et même, disons, avant les années 60, 70, ça avait déjà beaucoup changé aussi euh, par rapport à l'époque à laquelle Eugène Cancelier a arrêté de travailler pour se consacrer à l'alchimie. À notre époque, c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile. Alors, si on bénéficie d'une fortune personnelle ou de certains avantages pécuniaires, bon, pourquoi pas? Je pense que, évidemment, c'est c'est beaucoup plus facile, entre guillemets, si je puis dire, de pouvoir se consacrer uniquement à l'alchimie. Mais pour ce qui me concerne, par exemple, moi, je n'ai jamais arrêté de travailler et j'ai continué
à travailler au laboratoire tout en ayant un métier. Donc, c'est possible. C'est pas facile, mais c'est possible. Mais pour en revenir donc à ta question, c'est sûr que si on peut se consacrer le plus de temps possible à l'alchimie opérative, on peut quand même supposer que l'on progressera plus vite et que ça présentera des avantages, notamment évidemment à la réussite des travaux en laboratoire. Oui, bien sûr. Euh, à propos de Fulcanelli, tu en parles effectivement dans ton livre, et tu notes toi-même une chose curieuse pour les regards extérieurs. Tu dis, bien que Cancellier ait donc pour le moins fréquenté Fulcanelli et donc était à son contact, et c'est quand même un des rares, sinon un des seuls, à pouvoir, à pouvoir mettre en avant ce genre d'expérience. Tu dis, ben, j'ai jamais posé de questions vraiment sur Fulcanelli, sur qui il était, sur des choses qui aujourd'hui feraient beaucoup, enfin, intéresseraient beaucoup de monde, quoi. Comment tu expliques toi-même le fait que tu n'aies jamais été très curieux là-dessus? À vrai dire, j'ai pas une explication très rationnelle, c'est-à-dire que ça ne m'est pas venu à l'esprit. Pour moi, ce qui comptait avant tout, c'était les ouvrages donc, que Fulcanelli avait écrits et qu'il nous avait laissés. Donc, le plus important pour moi, c'était l'étude de ces livres. Savoir connaître sa véritable identité, non, ça, j'allais dire, ça m'était, bon, je dirais presque, oui, ça m'était égal. Et toutes les années où j'ai fréquenté Eugène Cancelier, ou quand j'allais lui rendre visite à Savigny, ou par courrier, ou même par téléphone, il m'est jamais venu à l'idée d'aborder le sujet avec lui. Et je ne recueillais que ce qu'il me disait. Euh, eh bien, lorsque je le dis dans le livre, lorsque il m'a expliqué comment faire la liquation de la matière au début de l'œuvre, il a simplement ajouté Fulcanelli faisait comme cela. Bon, ben, voilà, donc je l'ai accepté, mais je ne dis pas que je m'en désintéressais totalement. Mais ce n'était pas ma préoccupation première. Et je considère, et je considérais, et je considère toujours que si Fulcanelli n'a pas voulu que son véritable nom soit divulgué, c'est probablement parce qu'il y a une raison, que Eugène Cancelier a toujours respecté, même s'il a donné quelques détails, il a toujours respecté sa promesse, sa parole de ne pas divulguer le nom officiel, dirons-nous, de Fulcanelli. Et je pense que même de nos jours, vouloir à tout prix mettre une étiquette, mettre un nom sur le pseudonyme de Fulcanelli, je considère ça comme une démarche inutile. Bon, peut-être que ça fait vendre probablement des livres, mais il y a une raison. Il y a une raison. Bon, la raison, vraiment, je la connais pas, mais il y a une raison qui fait que Fulcanelli a voulu se conformer à la tradition et de même que, bon, même si après on a pu, enfin, les historiens ont fait des suppositions, de même qu'on n'a jamais su vraiment le véritable nom de Philalèthe, du cosmopolite et de tous les adeptes. Peut-être on peut se dire que c'est parce que la pierre philosophale et le statut d'adepte ne fait pas du tout bon ménage avec l'ego. Et la première étiquette de l'ego, c'est le nom personnel. Donc peut-être que ceci explique cela. Oui, probablement. Je pense que tu as raison.
Et d'ailleurs, euh, même si mes souvenirs sont exacts, je crois que même Eugène Cancelier considérait que justement Fulcanelli avait choisi donc ce pseudonyme, comme je le disais tout à l'heure, en fonction du respect de l'obédience alchimique. Et à mon sens, il n'a fait que faire, comme je le disais tout à l'heure, ce qu'ont fait ses prédécesseurs. Et quant à l'ego, oui, probablement que, bon, il y a une expression d'ailleurs qu'employait et même qu'on retrouve dans les textes anciens et qu'employait souvent Eugène Cancelier, Fulcanelli, quand il en parlait, disait il a tué le vieil homme. D'accord. Tout à l'heure, tu abordais justement un peu la première phase de l'œuvre et la matière première euh, avec, avec la référence à Fulcanelli. Une question peut-être toute bête que tu effleures un petit peu dans ton livre, c'est quand on commence, comment on choisit sa matière première? Est-ce que en fait, on se choisit entre guillemets une filiation et à partir de la filiation, la matière première est toute désignée? Ou est-ce que on doit avant tout se concentrer sur la matière au sens physique du terme presque, et ensuite voir si d'autres ont fait pareil? Ben, l'identification de la matière première, elle se fait justement par l'opinion que on se forge soi-même en lisant, en étudiant les textes, en faisant des recoupements. Euh, on peut aussi avoir une idée quand même relativement assez précise de la matière qu'il faut employer. Alors là, on va entrer un peu dans diverses possibilités qui sont, à mon avis, en fonction comment dirais-je, de ce que l'étudiant, de celui qui cherche à trouver ou à identifier la matière, se fait au fil de ses lectures. Alors, on nous dit, enfin, certains nous disent, oh, il y a plusieurs voix, il y a la voix de Roger Caro, il y a la voix de ceci, il y a la voix de cela, il y a la voix de l'antimoine, il y a la voix des acétates, il y a la voix, enfin, bon, à écouter certains commentateurs, bon, il y aurait plusieurs voix. Personnellement, moi, je considère qu'il n'y a qu'une voix. C'est la voix sèche, c'est la voix qui a été euh, suivie par Fulcanelli, par évidemment Eugène Cancelier, par Flamel, etc. Parce que, bon, Fulcanelli et Eugène Cancelier se réclamaient des textes anciens et on s'aperçoit à leur lecture, même, même si euh, il y a une possibilité aussi, par exemple, qu'il y ait deux voix, la voix humide et la voix sèche. Euh, Eugène Cancelier a toujours dit que les adeptes et les alchimistes s'étaient servis d'un moyen de comparaison entre la voie sèche et la voie humide et qu'ils avaient décrit les opérations se rapportant à la voie sèche euh, cachées sous celle de la voie humide. Après, c'est une interprétation personnelle. On choisit ou on est choisi, je ne sais pas, de travailler sur telle ou telle matière. Bon, si l'on on s'en réfère au texte ancien, il y a aussi une ambiguïté à ce sujet parce que euh, on retrouve dans certains textes des phrases qui, euh, qui nous incitent à pouvoir travailler sur tous les minéraux ou
sur même évidemment le mercure, etc. Mais là, après, il s'agit d'une interprétation personnelle et je pense que on est peut-être plus choisi par sa matière qu'on ne choisit la matière. Dans mon cas personnel, je n'ai jamais été attiré, par exemple, par les écrits de Caro, le mercure, le cinabre, la voix humide, etc. Moi, ça a tout de suite été la voix sèche que j'ai trouvée après, enseignée donc par, évidemment, dans leur livre, par Fulcanelli et Eugène Cancelier. D'accord. Euh, Tu fais très souvent, certainement à juste titre, référence aux textes anciens. Euh, je dirais à tes débuts, et tiens, entre parenthèses, tes débuts, ça fait quoi? Ça fait une trentaine d'années, quelque chose comme ça? Pardon? Excuse-moi. Tes débuts d'alchimiste, ça remonte à combien de temps? C'est une trentaine, une quarantaine d'années? Ah, mes débuts au laboratoire remontent à l'année 1988. D'accord. Donc ça, c'était juste une petite parenthèse. La question que je voulais te poser, c'est que justement, par rapport aux textes anciens dans lesquels tu t'es plongé de très tôt, est-ce que toi, dans ton parcours, tu as, tu es passé clairement par les textes hermétiques, par l'hermétisme, avant ou à côté de l'alchimie, et comment toi tu vois la différence qu'on peut tout de même faire, ne serait-ce que par l'histoire, par les spécialités entre guillemets, comment tu vois à la fois la différence et la complémentarité entre l'hermétisme et les textes hermétiques et l'alchimie d'autre part? Est-ce que c'est des choses qu'il faut étudier en parallèle? Est-ce que l'un ne va pas sans l'autre? Est-ce qu'il faut étudier l'un avant l'autre? Quelle est ton expérience à toi? Ben, l'hermétisme, oui, évidemment, oui, ça va, hermétisme et alchimie, ça va évidemment ensemble. Donc, le mot est suffisamment parlant. Bon, comme tu le sais sans doute, hermétisme, ça vient d'Hermès. Et Hermès, bon, la science d'Hermès, c'est l'alchimie. Mais bon, j'ai lu certains ouvrages d'hermétisme qui étaient euh, comment dirais-je, sensiblement, qui se rapportaient quand même sensiblement aussi à la tradition et à l'enseignement de l'alchimie. Mais mon expérience personnelle, euh, l'hermétisme pour moi, c'était eh ben, les textes, c'était évidemment l'enseignement qui était euh, proposé dans ces livres, dans ces textes. Et à, mon, à mon sens, si j'ai pu après me mettre à la lecture des traités anciens qui, comme je le rappelais tout à l'heure, étaient quand même assez difficilement abordables, c'est grâce aux ouvrages évidemment donc de Fulcanelli et d'Eugène Cancelier qui eux-mêmes se référaient à ces classiques et par ce fait incitent l'étudiant donc incite l'étudiant à aller consulter ces textes parce que on retrouve le même fil conducteur dans les ouvrages de Cancelier et de Fulcanelli que dans les textes anciens. Et l'avantage, c'était que Fulcanelli et Eugène Cancelier expliquaient quand même d'une manière beaucoup plus compréhensible le, le rapport opératif euh, entre ce qu'ils écrivaient et les textes anciens. D'accord, d'accord. Euh, Est-ce que je vais poser la question autrement. Tu fais beaucoup référence dans ton livre aux périodes de l'année, aux lunes, au ciel, bref, à vraiment le monde d'en haut, on va dire, et à l'astrologie peut-être aussi. Est-ce que pour toi, justement, ce lien entre le travail de l'opératif et puis le ciel au sens large, c'est le fil rouge peut-être principal
de l'hermétisme d'une certaine façon. Et pourquoi c'est si important pour toi? Ah oui, évidemment, parce que, comme le disait Eugène Cancelier, euh, le travail de l'alchimiste est canonique parce qu'il travaille avec le cosmos. Bon, comme le but de l'alchimiste, c'est de capter ce que les anciens appelaient l'esprit universel, universel donc univers, et celle aussi, mais univers. Donc, c'est un esprit qui vient d'ailleurs, qui vient d'en haut, comme tu disais tout à l'heure. Alors, on se retrouve pour cette deuxième partie d'interview. La première partie a été coupée de façon un peu abrupte. Je m'en excuse, c'est les aléas des logiciels qui nous permettent de faire tout ça et qui sont bridés à une certaine période de temps. Donc, Bernard, tu nous expliquais le lien très important qu'il y avait entre les opérations de l'alchimiste, le côté opératif, et puis ce lien avec le cosmos auquel se réfère Parce d'ailleurs. que, oui, comme je le disais tout à l'heure, bon, les alchimistes nous recommandent évidemment de capter l'esprit universel. Et cet esprit universel, il est plus actif, notamment aux équinoxes, mais surtout à l'équinoxe du printemps et dans certaines régions à l'équinoxe d'automne. Donc, le but Allô, allô? dans lequel il va venir se corporifier. Et c'est lui, en fait, cet esprit universel, qui est la cause de toutes les transformations que l'alchimiste va observer au sein de sa matière. Donc, il est impératif de travailler avec cet esprit, sinon on reste dans le domaine de la chimie vulgaire. Alors, pour continuer sur le lien avec la nature, tu parles aussi beaucoup de la rosée et de la récolte de la rosée. Une petite question par rapport à ça. Est-ce qu'en fait, la récolte de la rosée est le vrai, je dirais, unique lien concret, en tout cas l'unique moment où l'opérative va se replonger dans la nature pour faire quelque chose en dehors de son laboratoire, ou est-ce qu'il y a d'autres événements en dehors que la récolte de la rosée qui mènent l'opératif à sortir du laboratoire? Non, je ne pense pas. Principalement, je me suis intéressé à la récolte de la rosée parce que, évidemment, on la trouve mentionnée dans beaucoup de textes. Eugène Cancelier a beaucoup travaillé sur la rosée et j'étais curieux de savoir justement si ce qu'il en disait était vrai, si la rosée contenait un sel, euh, si on pouvait anoblir les sels dont on sert pour le travail, pour le grand œuvre à travers la rosée. Et ça a été pour moi quand même relativement, oui, ça a été enrichissant parce que, euh, comme je le dis, je l'écris plutôt dans le livre, on a l'impression enfin, on n'a pas l'impression, on répète un geste ancestral qui nous met un peu, enfin, qui met l'alchimiste dans une disposition particulière. Et c'est vrai que la récolte de la rosée, c'est quelque chose d'important parce qu'elle permet de prendre conscience de, pardon, de certaines choses et de se retrouver, si je puis dire, euh, malgré à notre époque contemporaine, dans la peau, si je puis dire, d'un alchimiste du 18e, ou même si euh, Fulcanelli, euh, au début, d'après ce qu'a écrit Eugène Cancelier, au début des années 1915, récolter, récolter la rosée pour ses travaux. D'accord, ok. Donc, en dehors de cet épisode de récolte de la rosée, par rapport à ton expérience à toi, il n'y a pas d'autres moments ou d'autres prétextes
où un opératif est forcé d'aller dehors faire quelque chose pour l'œuvre. Ah non, non, si ce n'est, par exemple, mais maintenant c'est devenu très difficile, mais si ce n'est, par exemple, d'aller dans un gîte minier pour recueillir soi-même sa matière première, ce que faisaient encore les alchimistes jusqu'au 18e, au début du 19e siècle. Euh, pour plus de sûreté, ils s'appliquaient eux-mêmes à euh, aller dans la mine. Moi, je l'ai fait aussi parce que justement, lorsque on, on pénètre à l'intérieur d'une mine, euh, on s'aperçoit de beaucoup de choses. Euh, L'obscurité, une certaine chaleur, une humidité. Enfin, il y a tout un contexte qui peut permettre à l'alchimiste de comprendre même si c'est expliqué dans les textes anciens quand même, le processus de formation des minéraux. C'est d'ailleurs pour cela que Eugène Cancelier a insisté sur le fait que euh, l'alchimiste ne devait pas employer dans le cadre du travail avec la stibine, avec l'antimoine, ne devait pas employer la stibine ou l'antimoine vulgaire. C'est-à-dire que par vulgaire, terme qu'il avait repris chez Fulcanelli, puisque Fulcanelli écrivait que l'antimoine vulgaire n'est pas la matière première, il employait le sens de vulgaire dans le sens que il fallait que l'antimoine soit préparé, qu'il subisse une préparation spéciale qui, d'antimoine donc vulgaire tel qu'on le trouve dans la mine, devenait ce que les alchimistes appelaient notre antimoine, ou l'antimoine philosophique, ou le plomb des philosophes. Donc ça, c'est une démarche aussi que j'ai faite de descendre dans les boyaux d'une mine, dans les galeries d'une mine, pour me rendre compte par moi-même de trouver des indications par rapport au travail préparatoire qu'il fallait faire pour utiliser non plus l'antimoine vulgaire, mais l'antimoine philosophique. D'accord. Alors, on va changer de thème. Je voudrais aborder avec toi l'épisode que tu relates concernant le fameux Solazaref. Et tu expliques notamment dans ton livre qu'il y a eu un épisode malheureux où des gens se réclamant de lui avaient carrément kidnappé un brave homme dans une librairie pour exercer une sorte de chantage ou de pression suite à des différends entre différents alchimistes. Donc là, on a un épisode de l'histoire récente où on voit clairement que des gens peuvent se réclamer de l'alchimie et utiliser pour le moins des procédés qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'hermétisme pour le moins, de violence, de pression, voilà, de contrainte. Alors, je crois que malheureusement, ce genre de comportement existe toujours. En tout cas, moi, j'en ai été le témoin, donc je peux en témoigner aussi de mon côté. Euh, est-ce qu'il y a dans les textes anciens quelque chose qui te revient particulièrement ou un auteur qui te revient particulièrement et qui évoquerait de façon assez claire une sorte de table de la loi de l'alchimiste, une sorte de mode de conduite qui justement remettrait un petit peu l'église au milieu du village et remettrait des bases de comportement et d'éthique dans la démarche alchimique. Oui, le sujet est un peu délicat parce que les alchimistes, même les alchimistes anciens,
se plaignait déjà, d'ailleurs, Philalèthe le dit dans l'entrée ouverte au palais fermé du roi, que pour échapper euh, aux sollicitations, à la concupiscence de ses concitoyens, il était obligé de se travestir, de mettre une perruque, etc. Donc, ça ne date pas de notre époque contemporaine. D'ailleurs, on voit bien dans les textes anciens que les vrais alchimistes, les vrais adeptes se plaignaient déjà du comportement de certains qu'ils qualifiaient évidemment de souffleurs ou de faux alchimistes, et tout ça au XVIIIe, au XVIIe, au XVIe siècle. Donc, malheureusement, ce n'est pas nouveau. Mais évidemment, il y a un code de conduite, si je puis dire, à respecter euh, en rapport avec l'état d'esprit de l'alchimiste et ces règles, entre guillemets, à respecter sont la sincérité, la foi, évidemment l'amour du travail, et surtout ne pas causer le plus petit dommage à son prochain. Et à ce sujet, je peux citer ce que m'avait répondu Eugène Cancelier quand j'avais abordé le sujet avec lui de l'alchimie spirituelle, de la conduite à avoir. Il m'avait tout simplement répondu: maintenez-vous dans le bien. Et se maintenir dans le bien chaque jour, ce n'est pas facile. On peut y arriver, mais ce n'est pas facile. Et aussi, une remarque importante, je pense, à faire, c'est que dans les textes anciens, souvent, les alchimistes commençaient leurs traités, par exemple, lorsqu'ils voulaient comment dirais-je, décrire une opération, les matériaux à utiliser, les matériaux à prendre. La première phrase, souvent qu'ils écrivaient, c'est « prenez au nom de Dieu telle ou telle matière ». Alors là, on est dans un domaine évidemment très différent, et c'est ce en quoi aussi l'alchimie se différencie de la physico-chimie actuelle. On est dans un domaine, comment dirais-je, particulier. Je ne connais pas de traité ou d'écrit de physique quantique en 2022 qui commence par prenez au nom de Dieu. Donc là, dès le départ, ils marquaient, ils insistaient sur le fait que ce qu'ils allaient écrire, c'était différent de ce qu'on pouvait lire ou même en rapport avec la chimie de leur époque. Bon, les traités anciens de chimie, que ce soit de Glaser, de Lemery, etc., ne sont pas non plus dans cette démarche, même s'ils sont très intéressants à lire, ils ne sont pas non plus dans cette démarche, même à l'époque où l'alchimie était considérée au XVIe ou au XVIIe comme étant une science à part entière. Tout à fait, très bien. Tu fais référence à beaucoup de gens qui ont compté dans ta vie, et notamment au groupe que tu as constitué de façon un peu informelle, mais qui était quand même un groupe, avec un certain Jean, un certain Roger, un certain Robert. Est-ce que tu peux juste évoquer un peu ce groupe, ces gens, et en quoi ça t'a vraiment aidé de se concerter comme ça à plusieurs, de travailler à plusieurs dans ton parcours d'alchimiste? Oui, c'est important parce que justement, ce qui nous a réunis et ce que on a essayé de mettre en commun, c'est le fait que, avec les personnes que tu viens de citer, nous avions tous connu Eugène Cancelier.
Et c'est ce qui nous a rapprochés au début. Et à la disparition d'Eugène Cancelier, nous, on ne se connaissait pas d'ailleurs, on fréquentait Eugène Cancelier, pardon, chacun de notre côté, mais au décès d'Eugène Cancelier, par l'intermédiaire justement de la librairie La Table d'Émeraude et la revue La Tourbe des philosophes, où certains écrivaient, on, on a été amené à vouloir se regrouper, échanger des idées justement par rapport à notre vécu auprès d'Eugène Cancelier, ce qu'il avait dit à l'un, ce qu'il avait dit à l'autre, etc. Donc on a essayé de mettre tout cela en commun et ça nous a porté parce que justement, bien que chacun travaillait de son côté, on pouvait échanger, on pouvait faire des réflexions sur certaines expériences que l'un ou l'autre avait menées, si cela avait réussi, notre idée, par exemple, justement sur la préparation de la matière dont je parlais tout à l'heure. Et ça a été important et je suis toujours resté en contact avec ces personnes depuis plus de 30 ans, moins que avec, comment dirais-je, oui, avec la certitude que cet échange était bénéfique et permettait de nous entraider et d'aplanir parfois certaines difficultés. C'est vrai que c'était important. Alors, qu'est-ce qui serait pour toi du ressort enfin, uniquement du ressort justement du personnel et qui devrait vraiment échapper à toute logique de partage et de groupe et d'entraide? Autrement dit, est-ce qu'il y a un registre dans la voie opérative où tu sais d'emblée que ça, tu ne peux le vivre que tout seul, tu ne peux l'expérimenter que tout seul, et qu'au contraire, il ne faut pas chercher à échanger parce que ça pourrait, ça pourrait réduire les effets quoi, de ce que tu fais. Est-ce qu'il y a un registre comme ça précis dans l'opératif où il faut au contraire là être complètement en soi? Ben, l'alchimiste, il est toujours, parce que c'est quand même une quête individuelle, alors même si on partage, Eugène Cancelier, par exemple, d'ailleurs, il en a parlé dans l'alchimie expliquée, il avait des correspondants et il y avait probablement, il en parle notamment dans l'alchimie expliquée, une personne qui était arrivée au même point où lui en était et apparemment, d'après les quelques extraits de cette correspondance avec cette personne qu'il a donnée, même arrivé au stade ultime, ou comme il disait tout à l'heure à la terminale, Eugène Cancelier partageait sans aucune, comment dirais-je, sans aucun refus, il se parlait en clair et il se disait tout, enfin tout du moins, c'est ce que moi j'ai cru comprendre à la lecture de ces passages dans l'alchimie expliquée. Donc il n'y a pas vraiment, après il y a le ressenti de la personne elle-même que, évidemment, elle ne peut pas partager avec quelqu'un d'autre. C'est l'émotion qui se produit, ou comme on dirait, si je puis dire, en physique quantique, il y a l'observateur et ce qu'il observe. Et ça reste ça reste évidemment du domaine personnel parce que chaque alchimiste, à mon sens, pourra le ressentir différemment. Mais pour ce qui concerne, disons, le travail au laboratoire, je crois que si les ou disons, deux personnes travaillent ensemble, vraiment en partage, ça me ferait penser, si tu veux, aux alchimistes de Flers, Nicolas Valois, Gros Parmi, qui
qui travaillaient ensemble et qui partageaient tout. Donc, je ne pense pas que ça soit, non, à mon avis, ce n'est pas un frein à la progression, mais comme je le disais tout à l'heure, il y a certaines choses qui sont comment dirais-je, dans le subconscient de l'alchimiste par rapport à sa matière et qu'il ne peut pas partager avec quelqu'un d'autre. D'accord. Alors à ce moment-là, comme tu le précises dans ton livre, hein, pourquoi il serait si important de ne partager avec quelqu'un que des choses qui correspondent à un niveau, entre guillemets, d'alchimie équivalent. Je crois que tu cites notamment Consulier qui disait ça et qui disait, en fait, on peut donner j'interprète, hein, on peut donner des conseils aux gens, leur donner des indications, les aider un peu, mais à condition de toujours être de niveau à niveau et en fait, de ne pas donner des conseils, des indications qui seraient au stade d'au-dessus de là où ils en sont. Alors pourquoi ça, ce serait particulièrement important? Ben, je pense que c'est important parce que c'est ce que Cancelier, justement, dans le passage dont tu parles, qui est dans l'alchimie expliquée, la collaboration est possible à condition qu'elle soit née de l'égalité du savoir et du sens aigu de l'obédience alchimique, en quelque sorte. Donc, il faut aussi que l'alchimiste trouve et travaille aussi par lui-même. C'est pour ça que quelquefois la collaboration peut s'avérer difficile parce que soit les deux personnes qui travaillent ensemble ne sont pas du même niveau. Donc, suivant comment dirais-je, l'ego de l'un ou de l'autre, il peut effectivement y avoir des dissonances et il y en a un qui va peut-être pouvoir se prévaloir auprès de l'autre d'en savoir plus que lui, mais alors à ce moment-là, c'est là que ça devient très difficile et qu'il n'y a plus d'entente possible. Bon, évidemment, lorsque deux personnes travaillent ensemble, il ne faut pas qu'il y en ait un qui se repose et l'autre qui fasse tout le travail. Donc, c'est pour ça que je pense la phrase d'Eugène Cancelier, le sens aigu de la fraternité et de l'égalité du savoir est importante parce que justement pour éviter ces dissonances qu'il peut y avoir entre les personnes qui travailleraient ensemble. Tu évoques dans un passage de ton livre un épisode bref mais tout à fait passionnant où tu racontes que un jour ton creuset s'est mis à trembler de façon complètement disproportionnée et inexplicable dans ton four et que ça t'avait beaucoup intrigué et tu dis que ça t'avait fait penser à une phrase de Consulier qui citait le fait que la matière, notamment quand elle est travaillée au laboratoire, pouvait se mettre en résonance avec, là encore, d'une certaine façon, le cosmos, mais en tout cas, les forces de la Terre au sens de la planète, et que ça pouvait même peut-être annoncer un futur tremblement de terre ou des choses comme ça. Tu as eu différentes expériences qui t'ont fait vivre ça, et qu'est-ce que tu penses de ça, toi, intimement? Ben, c'est-à-dire que lorsque ce phénomène est arrivé, justement, donc ça m'a fait penser à ce que m'avait dit Jeanne Cancelier, justement du rapport étroit qu'il peut y avoir entre la matière de l'alchimiste et les soubresauts de la Terre. Mais lorsqu'il m'avait parlé de ce phénomène, je ne travaillais pas encore au laboratoire. J'ai commencé à travailler au laboratoire après le décès d'Eugène Cancelier. Mais cette phrase était restée dans ma tête. Et comme il m'avait parlé du comportement de la matière, il m'avait dit la matière se met à avoir un comportement inhabituel, c'est-à-dire alors que normalement c'est une fusion
qui est douce et qui ne cause pas de problème particulier, là, la matière va réagir différemment. Et effectivement, pour moi, c'est ce qui s'est produit, c'est-à-dire je ne pouvais pas ignorer, et ce n'était pas un phénomène, parce que j'avais déjà fait cette opération euh, un certain nombre de fois, et je n'avais jamais observé pareil phénomène. Donc, euh, il faut aussi savoir que, euh, euh, en ce qui concerne le symbolisme, la Terre, c'est aussi le symbole de la matière première, et la Terre alchimique a sa correspondance dans la Terre au niveau de, comment dirais-je, de planète. Donc, il n'est pas étonnant que si le matériau ou les matériaux qu'on a mis en œuvre sont justement des matériaux sensibles et qui sont devenus alchimiques, qu'ils puissent répercuter les vicissitudes, si je puis dire, de la boule terrestre. Alors, dans le même ordre d'idées, tu fais allusion aussi dans ton livre à une véritable révélation qu'aurait eue ton ami Roger pendant une sublimation. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette révélation? C'était de quel ordre? Oui, Roger m'avait raconté le phénomène, mais là encore, voilà, on entre aussi dans le domaine dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire de la perception. Roger se livrait à des sublimations. Euh, C'était un moment relativement particulier pour lui parce qu'il était au calme dans la campagne, etc. Les conditions météorologiques étaient très très bonnes et euh, il avait reçu comme, comme une, comment dirais-je, je ne veux pas non plus dénaturer ses propos, hein. Alors, il s'est trouvé un peu comme dans un état d'extase pendant un grand sentiment de plénitude, un moment vraiment de calme, de sérénité, de paix qu'il n'avait jamais connu et qu'il a associé justement à l'opération qu'il était en train de faire et les conditions météorologiques qui étaient particulièrement bonnes et qu'on pourrait peut-être assimiler justement à une descente de l'esprit universel dans la matière. Et toi, tu as déjà vécu dans ta vie d'alchimiste des choses qui s'apparentaient à ces moments-là? Non, non, moi ce que j'ai vécu, c'est ce que je raconte aussi dans le livre des manifestations particulières au sein des matériaux, comme l'apparition de cette étoile là dont je parle dans le livre. Euh, mais non, la même expérience ou le même sentiment que disait avoir reçu Roger, non, moi, non, ça ne m'est pas arrivé, moi, non. C'est peut-être pour bientôt. Ah, Euh, je voulais aussi te parler, parce que tu évoques aussi dans ton livre différentes expériences médiatiques, et notamment une émission que tu avais tournée avec TF1 il y a quelques années, avec une espèce de longue interview à la clé, et tu avais essayé de faire passer des messages sur, entre guillemets, la véritable alchimie, et tu t'es retrouvé un peu désappointé parce que au final, le documentaire qui avait été monté n'offrait pas vraiment la part belle à cette véritable alchimie selon toi. Mais pour revenir sur ce thème, alors même si c'est une question très vaste et qui pourrait mériter des heures de réponse, mais est-ce que tu pourrais essayer de résumer, selon toi, c'est quoi la véritable alchimie? Est-ce que tu peux en donner une définition pas trop longue? ah, ben, la véritable alchimie, je vais quand même être dans l'obligation de revenir un peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire la véritable alchimie, c'est la communication intime qu'il y a entre l'alchimiste, sa matière, et le cosmos. Euh,
c'est de là que vient toute la différence. Et la véritable alchimie, c'est celle qui permet à l'alchimiste d'entrer justement comment dirais-je, d'être en osmose avec euh, euh, ce qui nous vient d'ailleurs, c'est-à-dire ce rayonnement que l'alchimiste doit capter, qui va transformer ces matériaux et qui va faire que l'alchimiste lui-même, à la fin donc de l'œuvre, se transformera lui-même. En fait, la pierre philosophale n'est pas une fin en soi. Ce n'est que le début. C'est après qu'on a la réponse au grand mystère, comme aurait dit Philéas Lebègue. Donc c'est ça la véritable alchimie. C'est cet état de conscience que confère l'obtention de la pierre philosophale à l'alchimiste. Et justement, la différence qu'on peut observer entre la science actuelle et l'alchimie, c'est que l'alchimie, la véritable alchimie, elle est immuable. Elle est parfaite dès le début, alors que la science actuelle, elle est empirique. Elle ne fait que changer à tout moment. L'alchimiste, lui, dans ses travaux, dans ce qu'il fait, je dirais, un alchimiste aujourd'hui, parce qu'il ne faut pas croire que ça nécessite, comment dirais-je, un matériel de laboratoire tellement important, mais l'alchimiste d'aujourd'hui, la véritable alchimie qu'il pratique, c'est la même que celle il travaille de la même façon que travaillait Flamel. Bon, avec quelques améliorations peut-être, mais c'est pour ça que l'alchimie, elle est, comme je le disais tout à l'heure, elle est pérenne, elle ne change pas. Très bien. Eh ben, écoute, Bernard, je pense qu'on va terminer sur cette note parce que sinon, on va encore être coupé par le logiciel. Donc, on va devancer l'appel. Oui. Je te remercie beaucoup pour le temps que tu m'as consacré. Non. J'espère que les échanges qu'on a pu avoir vont donner envie aux gens qui nous écoutent de consulter et d'acheter ton livre. Je rappelle son titre, hein, Mémoire d'un alchimiste contemporain. Alors, c'est aux éditions Paginanda et avec une préface de Bernard Renaud de la Favrie, que tu connais bien, qui fait maintenant partie de tes proches. Oui. J'incite tout le monde à consulter ton livre qui est à la fois simple, très militant, parce que tu ne mâches pas tes mots sur certains sujets. Tu donnes aussi des indications et des conseils opératifs. Et on voit aussi l'expérience de vie de quelqu'un qui maintenant, sans jeter des fleurs, mais de notoriété publique, tu fais partie des figures importantes de l'alchimie en France, en tout cas par rapport à des gens qui peuvent avoir un peu pignon sur rue. Maintenant, il y a peut-être maintes adeptes qui se cachent et dont on n'entend pas parler. Hein, Mais je pense sûrement qu'il y a des personnes qui travaillent en alchimie et que l'on ne connaît pas, qui ne publient pas, qui ne se font pas connaître, qui ne sont pas sur les réseaux sociaux et qui travaillent. Et je profite donc justement de cela pour te remercier pour cette émission, cette interview qui m'a fait très plaisir. Maintenant, moi, je ne me pose pas non plus en un être ineffable. J'ai voulu exprimer dans ce livre ma démarche tout au long de ces années où j'ai travaillé au laboratoire. C'est vrai que je suis peut-être un petit peu, je dirais, j'ai des convictions comme par exemple le fait que pour moi, il n'y a qu'une voie en alchimie, qu'il n'y a qu'une façon de travailler. Bon, je ne prétends pas, je ne l'impose pas aux autres,
mais je pense que elle n'est pas inintéressante parce que, encore une fois, les références en alchimie, ce sont les textes anciens, les classiques. Et je pense que ce que j'ai dit, enfin ce que j'ai écrit plutôt dans ce livre, est en adéquation avec l'état d'esprit et ce que nous enseignaient les alchimistes, les vrais adeptes, je dirais. Eh bien, merci, Voilà. merci beaucoup Bernard. Euh, Merci à toi, Fabrice. je mettrai le lien pour atterrir sur une page de vente de ton livre en dessous cette vidéo. Et, euh, Mmh. et je te dis à bientôt et merci beaucoup à tous. Au revoir.